C'est beau de voir la ville de Bagdad, avec ses forts, ses mosquées, ses routes, son architecture et ses édifices, à travers la carte de Nasuh Effendi et à travers l'historien Dr Imad Abdesselam Raouf, pour voir une ville qui dormait tranquillement au bord du fleuve Tigre et son pont unique. Nous parlons aujourd'hui de la carte de Bagdad, dessinée en 1534, sur laquelle étaient documentés les monuments les plus importants de Bagdad à cette époque. Une carte dessinée par le voyageur et historien ottoman Nasuh Effendi al-Saleh, connu sous le nom de Mutraqzad, lors de sa participation à la campagne de l'armée de Sultan Suleiman le Magnifique dans sa marche vers l'Irak en 1534. Cette carte est devenue d'une telle importance historique que Dr Imad Abdesselam Raouf lui a consacré son 105e livre intitulé L'Irak dessiné par Al-Mutraqzad. La beauté du livre de Dr Raouf est qu'il nous a expliqué le côté historique de cette carte et ses bâtiments. Je trouve important que nous révisions certaines parties de ce livre pour faire la connaissance de Bagdad à cette époque. Dans sa carte, Al-Mutraqi a dessiné les deux rives de Bagdad, à l'est de Tigre, Rosaf, et à l'ouest de Tigre, Al-Karr. Nous parcourons à travers la carte les murs, les palais, les mosquées, les dômes, les vergers, les espaces, ainsi que le style architectural et décoratif. Dans la partie est de la carte de Bagdad, nous lisons Bagdad al-Mahrouse, la protégée, au nom de l'image. On remarque qu'Al-Mutraqi s'est concentré sur le côté surplombant le Tigre. Al-Mutraqi n'a pas mentionné la porte Al-Wastani. Cependant, c'est la seule porte qui reste aujourd'hui de toutes les portes de Bagdad. Elle s'endort derrière la poussière de l'oubli. Mais nous pouvons la voir de l'autoroute Mohammed al-Qasim. Quant à la muraille de Bagdad, il n'en reste que quelques morceaux, ici et là, près de Bab al-Mu'azzam ou du palais abbasside. Quant au lieu de porte, elles portent encore aujourd'hui les noms de leurs portes, à l'exception de la porte de l'eau, Sob Qabi, dont le nom n'est plus mentionné. La muraille semble forte et solide, soutenue par de nombreuses tours. Elle prend la forme d'un rectangle complet, partant du point où il rencontre la rive nord du Tigre et se dirigeant vers l'est, formant 3 côtés, jusqu'à ce qu'ils se rejoignent au sud, à souligner que l'histoire de la muraille remonte à l'époque abbasside. La muraille est entourée sur les 3 côtés, hormis le côté du fleuve, d'un large fossé rempli d'eau. Cependant, la section qui borde le côté est du mur n'est pas visible pour le spectateur, car elle est située derrière la muraille elle-même. Dans le respect des règles de perspective, il a dessiné 3 portes de la muraille donnant sur les douves et a marqué leur position avec précision, mais il n'a pas dessiné leurs détails, à l'exception des petits ponts au-dessus des douves, dont le nombre, comme il l'a dessiné, était de 3 petits ponts, qui ont pris une forme légèrement convexe. Et dans celle-ci se trouve un escalier à plusieurs marches, avec 2 bords de ses côtés. La première de ces côtes est située au milieu du côté nord. Il s'agit de Bab al-Mu'azzam, connu à l'époque abbasside sous le nom de Bab al-Sultan, et elle est située entre 2 des tours de la muraille. La deuxième de ces portes est située au milieu de la muraille du côté est. Il s'agit très probablement de la porte Al-Talsam, talisman, connue à l'époque sous le nom de porte Al-Halab, et elle possède sa propre tour. La 3e porte de Bagdad est située au milieu du côté droit du mur. C'est la porte Al-Sharqi, connue à l'époque ottomane sous le nom Karlank Kabi, signifiant la porte la plus sombre, et autrefois sous le nom de Bab al-Basaliye ou Bab Kulwadi, et elle était située entre 2 tours. Ce qui est étrange, c'est qu'Al-Mutraqi a négligé de tracer l'emplacement d'une autre porte, située près de l'extrémité nord du côté est, qui est la porte Al-Wastani, connue à l'époque abbasside sous le nom de porte Al-Dhafariye. Pourtant, elle était une porte forte
et importante en son temps. Mais elle était le premier à dessiner une cinquième porte située de côté de fleuve, qui était la porte fluviale, connue à cette époque sous le nom de Soukabi, la porte de l'eau. Elle était également appelée la porte de pont, et c'était la seule de la ville qui avait un débouché sur le Tigre. Beaucoup ont parlé de fort, et il a de nombreuses photos, car il donne sur les places les plus importantes de Bagdad, soit la place Al-Midan d'un côté, ou la place Bab al-Ma'azam de l'autre côté. Et de nombreux événements s'y sont déroulés. Alors que la densité d'habitation diminue dans les zones éloignées du Tigre, jusqu'à ce que l'espace proche des murailles, est et sud apparaissent vides d'habitation, à l'exception de quelques sanctuaires. Cette densité augmente à mesure que l'on se rapproche du Tigre, jusqu'à ce que la zone semble bondée de résidences et d'établissements publics. Parmi les installations qui apparaissent pour la première fois se trouve le fort de Bagdad, connu à l'époque ottomane sous le nom d'Ichqala, ce qui signifie le fort intérieur, car elle est située à l'intérieur de ses murailles. Ce fort occupe le coin nord-ouest de la ville. Il est bordé au nord par la muraille de Bagdad et à l'ouest par le Tigre. Il est séparé des maisons de la ville elle-même par sa propre muraille, qui prend la forme d'un arc. Il s'agit d'un muret moins massif que les murs extérieurs. Il n'y a pas de porte au fort, sauf une porte située au sommet de celle-ci, c'est-à-dire du côté nord, près de Bab al-Mu'addam. Il s'agit d'une porte étroite, avec un arc surmonté d'un col avec des fenêtres cintrées, dont 12 apparaissent, et au sommet se trouve un dôme en forme d'hémisphère de couleur verte, et au sommet de la muraille se trouvent des meurtrières exposées. Sur la rive du fort se trouvent des installations qui servent de murailles qui le protègent de ce côté. Elle commence de côté nord par une tour qui a une grande fenêtre rectangulaire avec un trellis de barres perpendiculaires surplombant le fleuve. Il y a un dé blanc qui dépasse vers l'extérieur et un petit dôme s'élève au-dessus en forme d'hémisphère de couleur verte. Et sur ses côtés se trouvent 2 pièces plus petites sans dôme. Cette tour est suivie d'un bâtiment rectangulaire, situé directement au bord du fleuve, qui est un embarcadère, le protégeant de l'effet de l'eau. L'embarcadère, Misnat, est orné d'une bande horizontale, surmontée d'une rangée de rectangles de construction identiques. Sur l'embarcadère se trouve un long bâtiment d'un étage avec une rangée de 6 fenêtres centrées longitudinales, surmontées d'un auvent ou d'un abri. Sans doute ce bâtiment remplissait des fonctions défensives et il pourrait comprendre, de côté de la cour de fort, une caserne distinguée au logement des soldats. Ce bâtiment est suivi d'un autre embarcadère, surmonté d'une frise blanche. Et au sommet se dresse un bâtiment avec une rangée de 3 fenêtres centrées longitudinales aux ouvertures, qui semblent avoir servi de meurtrier pour lancer des projectiles. Au nord du bâtiment, il y a un rebord faisant saillie vers l'extérieur. Et une partie supérieure s'élève de son toit, dans l'un desquels se trouve une porte centrée. Dans l'autre se trouve une rangée de fenêtres longitudinales, surmontées de 2 coupoles, chacune en forme d'hémisphère, l'une plus haute que la précédente. Les autres sont verts, de la droite est ornée d'un décor de cercle serré, tandis que la gauche est dépourvue de tout décor. Il n'est pas possible de prédire la fonction spécifique de ce bâtiment, mais il s'agit en tout cas d'une fonction militaire de fait de sa présence dans le fort. Il existe un autre bâtiment adjacent, basé sur un autre embarcadère, caractérisé par la présence d'une porte proche du niveau du fleuve, qui semble avoir été utilisé comme un accès au fleuve pour le fort. Au-dessus de l'embarcadère se trouve un rebord dépassant vers l'extérieur, derrière lequel apparaît une partie supérieure en forme de cou, avec des fenêtres centrées sur lesquelles se dresse un dôme vert en forme d'hémisphère. Le fort est entouré d'installations importantes. Au sommet, là où se trouve la porte susmentionnée, se trouve un bâtiment rectangulaire avec 6 arcs sur sa façade donnant sur le château, décoré d'une bande jaune pouvant comporter des écritures surmontées d'une autre bande verte. Il y a une pièce sur le toit du bâtiment et à côté se trouve un grand minaret.
dont la partie inférieure est plus grosse que la partie supérieure, d'une manière qui ressemble au minaret abbasside de Bagdad. Ce bâtiment était probablement une mosquée ou une école, mais il est difficile de connaître son identité selon les sources des plans de Bagdad. Ce qui est particulier, c'est la présence d'un grand cadran solaire sur le haut du minaret. Ce bâtiment est suivi sur son côté droit d'un autre immense bâtiment, dépourvu de dôme et de minaret, ce qui indique qu'il s'agissait d'un palais. Ce palais se compose de 2 étages, dont le rez-de-chaussée est constitué d'une rangée d'arcs et de colonnes qui se terminent de haut avec un auvent dépassant vers l'extérieur, carrelé de couleurs, sur toute la longueur du bâtiment. Le 2e étage est constitué de pièces à différents niveaux d'auteur, avec des portes centrées et des fenêtres supérieures, surmontées de larges auvents de type avancé, et au milieu se trouve une tour carrelée avec un auvent au sommet. La maison de la sagesse et l'ancienne école Al-Alaï existent aujourd'hui dans un nouveau bâtiment, surplombant le fleuve Tigre. Dans un endroit proche de ce palais, derrière celui-ci, se trouve un grand bâtiment qui pourrait être une mosquée, car elle présente une longue façade, au sommet de laquelle se trouve une rangée de fenêtres longitudinales, 2 à droite et 3 à gauche. Et au milieu de cette façade, il y a une entrée haute, plus haute que le bâtiment lui-même. Au-dessus se trouve une barre jaune, puis un large balcon vert. Sur l'épaule droite de l'édifice se dresse un minaret vert. La partie inférieure est ornée d'un décor géométrique, tandis que la partie supérieure en est dépourvue, et il présente un balcon jaune. Il y a 2 maisons ordinaires à gauche du bâtiment, indiquant la présence d'une communauté résidentielle ou localité à cet endroit. À proximité de fer, près du fleuve, il y a un autre bâtiment caché par le mur côtoyant le fleuve. Il semble être un bâtiment public, comme un palais ou une école. Il est possible qu'il s'agisse de l'école Al-Alaï al-Shatiy, qui a été transformée au XIIe siècle en école Al-Ali, aujourd'hui Beit al-Hikmah, maison de sagesse, où était l'un des bâtiments construits sur le terrain qui fut ensuite occupé par As-Saray et Al-Qishla après cela. La tour d'eau reste présente, malgré sa disparition depuis longtemps. Il a été beaucoup dessiné et photographié, et la mosquée Al-Wazir continue de parler de son antiquité et d'écoles importantes remontant à l'époque abbasside. Il y a une autre tour cylindrique, surplombant directement le Tigre. Au sommet se trouve un col avec un dé rouge dépassant vers l'extérieur et s'élevant progressivement de l'autre côté jusqu'à l'intérieur de la tour. Cette partie supérieure porte une voûte verte hémisphère. Il semble que le mur de cette tour soit si solide qu'il en fait une partie du mur de fleuve. Et selon notre estimation, la tour est située sur le site de l'école Prince Souad al-Rasaili et sa cour, qui ont été ouverts à la fin du 5e siècle de l'Hégire, où il a été enterré. À l'époque ottomane, il a été transformé en siège administratif, Daftarkhana, puis à l'époque du gouvernement irakien, un lieu de tribunal civil. Dans ce cas, il est possible que le dôme soit le tombeau de ce prince, ou qu'il s'agisse d'un bâtiment érigé sur le site de la Madrasa at-Tchiyye, l'un des écoles de l'époque abbasside. Sur cette terre fut plus tard construite l'actuelle mosquée Wazir. Immédiatement après cette tour se trouve une autre tour de forme cylindrique, surmontée d'un dôme conique à pointe pointue. Elle domine l'entrée du pont adjacent. Cette tour a été identifiée par les sources du XVIIIe siècle par la tour d'eau, car elle était adjacente de la porte de pont susmentionnée. Le voyageur Hubbard a dessiné cette tour au début du XIXe siècle, selon la forme dessinée par Al-Mutraqi, avec une seule différence qui est, selon ce voyageur, elle est hexagonale et non cylindrique. Le pont avait une porte centrée, entourée d'une frise,
et équipé de meurtrières ouvertes en partie haute. Le pont Al-Shuhada, le pont Al-Qata, le seul pont qui reliait les deux rives de la ville. Et le resta pendant de nombreux siècles. École Al-Mustansariya. Depuis sa construction, elle ne cesse de traverser les époques pour arriver à la nôtre avec la même apparence et la même beauté. 12 énormes chaînes émergent de 2 niches au bas du château d'eau et ensuite de l'embarcadère d'Al-Mustansariya, embrassant le pont lui-même des 2 côtés. Le pont lui-même flotte sur des bateaux attachés à cette chaîne appelée chaîne de pont, avec 2 rebords sur ses côtés. L'image dessinée par Al-Matraqi de ce pont de Bagdad, qui était le seul pont à cette époque, est la première preuve de la présence de ponts à cet endroit où se trouve l'actuel pont des Shuhada, après être situé directement sous le fort. En suivant cette route, de l'autre côté du pont, se trouve un large bâtiment avec un autre embarcadère situé sur le fleuve. Il est clair qu'il s'agit d'Al-Madrasa Al-Mustansariya. Au-dessus de cet embarcadère se trouvent 2 rangées d'Iwan, arcades, en référence aux arcades de cette école et ses nombreuses pièces. Il n'y a pas de bâtiment sur la rive du fleuve à côté d'Al-Mustansariya, à l'exception de 2 tours, dont la couleur des carreaux est différente de celle du mur, ce qui indique qu'elles n'ont pas été construites à l'origine. La première tour est recouverte d'un large toit brun foncé, tandis que la tour suivante est recouverte d'un dôme conique pointu vert. Une bande est enroulée autour de sa construction qui peut contenir des écrits. Darb, chemin Dinar, ou aujourd'hui rue Al-Ma'moun, pour arriver au marché Al-Rayhaniyin, Al-Shorj, notant que la zone était bondée de marchés, comme c'est le cas aujourd'hui. À l'extrémité de la muraille du fleuve, du côté sud, se trouve une large tour avec des meurtrières ou des ouvertures surplombant le fleuve. Elle est entourée d'une haute muraille, avec d'autres meurtrières étroites. Il est clair que la mission de la tour était de protéger l'entrée de la ville de côté du fleuve. Puis vient ce chemin qui part du pont au tiers haut de la ville, dont nous venons de décrire ces installations. Ce chemin, connu à l'époque abbasside, de grands chemins Dinar, s'allonge en s'éloignant au plus profond de la ville. À sa droite se trouve un bâtiment longitudinal contenant une rangée de 5 arcs, Iwan. Il semble que ce soit un marché. En effet, cette zone est remplie de marchés. Dans le marché de Darb Dinar, qui se trouve dans l'actuel rue Al-Ma'moun, en face du musée Baghdadi aujourd'hui, ainsi que le marché Al-Rayhaniya et les marchés qui en décollent, aujourd'hui le marché Al-Shorj. Puis, ce chemin continue et s'arrête devant un bâtiment composé d'une grande entrée qui comprend une grande porte, cintrée dorée, au sommet de laquelle se trouvent 2 cercles creux dans le mur. Au sommet de l'entrée se trouve une frise ou une bande jaune, puis un col étroit de couleur brique, sur lequel repose une large base, mais il n'y a pas de dôme dessus. Des 2 côtés de l'entrée, il y a 2 hauts minarets de couleur verte, et dans chacun d'eux, il y a 2 balcons ouverts, dont la clôture est décorée d'une bande jaune avec un dôme conique jaune ayant une pointe pointue en haut. La mosquée Morjane est actuellement fermée à cause des eaux souterraines. Je pense qu'en raison de son ancienneté et de son terrain bas, il est difficile de la restaurer. Il est clair ici qu'Al-Matraqi a résumé, dans cet endroit, de nombreux monuments de Bagdad qui étaient peuplés à son époque. Il s'est limité à un petit nombre de ces monuments, les classant selon leur importance, et non selon leur emplacement sur les chemins qui y mènent, car l'emplacement de ce bâtiment correspond approximativement à l'école Marjan, plus tard mosquée Marjan. Elle est située à l'entrée du marché Al-Rayhaniya, à Shorj. Cette école a un minaret sur l'épaule de son entrée, et non pas 2, et ce minaret a un seul balcon et pas 2. Outre le fort et ses abords, il y a des maisons d'habitation ordinaires, d'un étage, symbolisant les commerces résidentiels qui l'entouraient, notamment sur son côté sud, connu à l'époque abbasside sous le nom de marché de Sultan et de marché de Mahdi.
et à l'époque ottomane, on l'appelait le marché de Midan et le quartier de Jedid Hassan Pacha. La zone située à droite du chemin qui mène au pont regorge de nombreux établissements et marchés. En plus de maisons d'habitation que l'on distingue par la simplicité de leur établissement et par le fait que la plupart de ces installations sont à un seul étage et parfois à 2 étages. Le plus important de ces établissements est une tour cylindrique, au sommet de laquelle se trouve un col court, sur lequel se dresse un dôme bas sans tête qui pourrait être un important tambour. Relié à cette tour, à partir de la droite, un grand bâtiment avec 5 arcs ou iwan sur sa façade. Cela pourrait être des magasins dans un marché là-bas. Ces arcs sont surmontés d'une frise jaune, tandis qu'au-dessus s'élève un col avec une rangée de fenêtres centrées, dont 3 apparaissent sur la photo, surmontés d'un dôme vert avec une forme d'un hémisphère. L'identité de ce point de repère ne peut pas non plus être déterminée en raison du manque de soins d'Al-Mutraqi dans la détermination des distances et la certitude des routes. À côté de ce bâtiment, à sa droite, c'est-à-dire au sud, se trouve un bâtiment élevé à 2 étages, chacun avec 2 fenêtres. La fonction de ce bâtiment n'a pas été déterminée. Relié à celui-ci, à sa droite et sur ses côtés, un groupe compact de maisons sur 2 étages, indiquant que la zone est encombrée. Derrière le bâtiment suspensionné apparaît un bâtiment composé de plusieurs sections. La première est une pièce avec une porte à plafond supérieur droit et à 2 vantaux, surmontée d'un dôme conique à sommet pointu, composé de 5 couches de mukarnas, de style seljoukide, avec une inscription et une bande décorative, dont les caractéristiques ne sont pas claires. À cette coupole est relié un bâtiment, puis un autre bâtiment en forme de parallélépipède rectangle de dimension régulière, avec une porte et des fenêtres, supérieures longitudinales et un toit plat horizontal. Un minaret haut et mince est relié à ce bâtiment par sa droite, avec un balcon dans son dernier quart. Ce bâtiment est suivi d'un arbre indiquant la présence d'arbres ou d'un verger dans ces zones, suivi d'un bâtiment haut avec une porte et une fenêtre supérieure. Et au sommet de celui-ci se trouve un dôme bas vert reposant sur un col avec une rangée de fenêtres étroites. Il parle ici du mausolée du Cheikh Abdelkader al-Gilani et de la zone qui s'étend aujourd'hui de l'autoroute Mohammed al-Qasim vers l'ouest. Cette zone était la zone la moins peuplée de Bagdad, et il y avait des fermes et des cimetières. À l'est de ce bâtiment se trouve un autre bâtiment remarquable, composé de 3 étages. Un gris, au rez-de-chaussée une porte, et à chaque étage il y a des fenêtres. À droite du bâtiment et à côté, il y a une pièce avec un dôme conique pointu, avec des mukarnas de style seljoukide. Nous pensons que ce bâtiment est la Madrasa Qadriya, qui a été transformée avant cette époque en une grande mosquée. Et ce dôme conique a été ajouté sur la tombe de son professeur, Cheikh Abdelkader al-Gilani. Il y a de nombreux palmiers dans le coin sud-ouest, ainsi que des arbres fruitiers. Et on sait que cette partie de la ville comprenait des fermes de maraîchères qui étaient ombragées par ces arbres. Et c'est pour cette raison qu'elle était connue sous le nom de Basali, champ d'oignons. Selon Al-Mutraqi, la zone habitée de Bagdad ne dépasse pas la moitié de sa superficie totale, ce qui était une estimation proche des données d'une carte de Bagdad dessinée par Niabour en 1767, qui indique que sa croissance n'avait pas augmenté jusqu'à cette date. Quant à la zone inhabitée, ou peu dense, elle s'étend de l'extrémité de la partie habitée jusqu'à la muraille de Bagdad. La chose la plus importante qui occupe cette partie est la présence de grands cimetières s'étendant le long de la muraille elle-même. Ils sont ouverts sans mur, dans lesquels des sanctuaires sont répartis à travers eux, dont la plupart ont des dômes coniques avec un sommet pointu. Parmi eux se trouvent aussi des sanctuaires avec des dômes ronds réguliers. Ces cimetières sont séparés de la partie habitée de la ville par 3 bassins irréguliers de terre cultivée, entourés d'une clôture faite de branchages fixés au sol par des piquets. Au fond de chaque ferme se trouve une pièce qui semble être la propriété du gardien de terrain ou la personne qui en a la charge. Il y a une ferme reliée à la muraille elle-même, puis il y a un bâtiment haut au milieu d'une cour entourée d'un mur. Et aux 2 coins du mur se trouvent 2 tours cylindriques, dont l'une a un dôme bas vert, et il est clair que la mission de bâtiment est purement défensive.
Le cimetière Al-Ghazali existe encore aujourd'hui et s'y trouvent de beaux arbres. Dans un endroit entre la ferme de côté sud et la muraille est de la ville se trouve une grande mosquée composée de 2 bâtiments. Le premier, qui est celui de droite, est une salle clairement haute. Sur sa façade, il y a une grande porte surmontée de 3 petites niches, suivies d'une barre au sommet. Elle est large et comprend très probablement quelques écritures. Au-dessus de cette bande se trouve un large auvent qui fait saillie vers l'extérieur. Elle se rétrécit en hauteur de l'autre côté. Il se termine au milieu de la pièce, où se trouve un col à 4 fenêtres centrées, sur lesquelles repose une coupole en forme d'hémisphère bleu. Il est possible que ce dôme contienne le tombeau de l'un des hommes de religion. Il est situé sur le terrain occupé par le tombeau et le cimetière Al-Ghazali, nommé Mohammed Al-Ghazali. Relié à ce dôme une autre pièce, dotée d'une porte indépendante et surmontée d'un plafond bas et plat, de la même couleur. Il est clair que la dernière pièce comprend une mosquée, comme en témoigne la présence d'un minaret dans celle-ci au dernier coin gauche. Il a un balcon ouvert reposant sur une base de mokarnas en briques, et son sommet est recouvert d'un petit dôme courbé. Le bâtiment est entouré d'un mur extérieur en forme de losange composé de 4 côtés de longueur inégale. Dans le côté opposé au tombeau se trouve une porte ornée au sommet d'une frise. Bagdad n'avait pas eu d'extension de population. Elle était confiée entre Bab al-Mu'azzam, Bab al-Sharqi, Bab al-Zafariya, l'actuel pont Mohammed al-Qasim et le fleuve Tigre. Dans un endroit près de la porte sud, appelée la porte al-Sharqi, apparaît un groupe de 3 maisons adjacentes de 12 étages, et à côté desquelles se trouve une pièce surmontée d'un dôme conique à 6 étages de mokarnas en briques. Dans un endroit proche du côté sud de la muraille se trouve une autre mosquée avec une porte à 2 vantaux, des plafonds supérieurs de roi, une fenêtre ronde au sommet, et un dôme bleu en forme d'hémisphère posé sur un cou de la même couleur, et un minaret au sommet pointu s'élève à côté. Il n'y a pas de banlieue dans la ville, à l'exception d'une banlieue à l'extérieur de Bab al-Mu'azzam, composée d'un certain nombre de maisons ordinaires, de plein pied, qui pourraient être des maisons de paysans. Ce qui attire l'attention dans ce faubourg, c'est la présence d'un bâtiment composé d'une pièce avec une porte, et au-dessus d'elle, un auvent vert, dont la hauteur s'amenuise vers le centre de la pièce, où se trouve un col avec une rangée de fenêtres, sur lequel repose une coupole décorée de cercles dessinés sur fond vert en forme d'hémisphère. Le bâtiment est entouré d'un mur hexagonal, avec une porte et des meurtrières à ciel ouvert au sommet. Aux 2 extrémités de ce mur se trouvent 2 autres tours, chacune avec une porte surmontée d'une fenêtre carrée, et s'élevant de celle-ci une coupole conique à sommet pointu, ornée d'un ornement en forme d'hexagone, disposé comme des ruches sur un fond vert. Bien sûr, Bagdad s'est beaucoup développé au dernier siècle. Quant à l'intérieur de Bagdad, il s'agit actuellement en grande partie de commerce, de marché et de marché de gros. Quant à sa périphérie, c'est devenu résidentiel et sa zone est en constante extension. Il existe également un bâtiment similaire à celui-ci, non loin de là, situé près de Bab al-Mu'azzam. Elle se compose de 2 tours adjacentes, chacune avec un dôme vert en forme d'hémisphère. Le bâtiment est entouré d'un mur en forme d'hexagone, et il est clair que la mission de ces tours fortifiées était avant tout défensive. Et la première d'entre elles est proche d'être une tour militaire complète. Et dans ce cas, sa mission est de défendre la porte de la ville et ses fortifications extérieures. L'espace entourant la muraille de Bagdad est aride, dépourvu de vie urbaine, à l'exception d'une petite pièce avec un dôme construit sur la route émergeant de la porte Talisman, à Talsam, une des portes orientales de Bagdad. Et il est clair que le dôme contient le tombeau d'un homme de religion. Des lignes blanches se tordent dans l'espace, symbolisant des routes qui menaient à la ville. La couleur du sol est brun jaunâtre, imitant la couleur de la terre. Il contient des épines, des plantes sauvages, des hyènes et des cerfs. L'ancienne Bagdad continue de nous parler.
et de nous guider à ces perles et à ces monuments, que ce soit à travers des lieux, des livres ou même une vieille carte. Au revoir.